Et à la une ce matin, le Premier ministre français qui a annoncé hier soir qu'il a été testé positif au Covid. Or, quelques heures auparavant, Jean Castex rencontrait Alexander De Croo et 4 autres ministres belges qui se sont donc tous mis en quarantaine dans l'attente de se faire tester. Vaste fraude à la vaccination. La ministre Moréal vient de nous le révéler. Un médecin a procuré 2000 faux certificats de vaccination. Il sera poursuivi en justice. Les personnes qui ont reçu les faux certificats pourraient l'être aussi. Assez confiné maintenant, assez vacciné, la forteresse australienne rouvre ses frontières parce que le pays a besoin de main-d'œuvre. Terrible accident de car en Bulgarie. Au moins 45 personnes sont mortes cette nuit. Des passagers pris au piège dans le véhicule en feu. À votre météo du jour avec Caroline Gillet. Les nuages bas présents sur le nord du pays vont gagner du terrain, refermant peu à peu les éclaircies que l'on a ce matin. Il fera frais cet après-midi avec des températures comprises entre 5 degrés dans les Hauts-de-Fagne et 10 degrés pour le bord de mer. François Kirsch vous présente votre journal de 8h. Bonjour François. Bonjour. Et on débute avec cette visite officielle française en Belgique qui se termine par des quarantaines. Le Premier ministre français Jean Castex était à la tête d'une importante délégation pour évoquer la coopération en matière de sécurité. Or, il a été testé positif à son retour en France. Du coup, les dominos sont tombés en France comme en Belgique, Michel Lagarde. Oui, du côté belge, le Premier ministre Alexander De Croo a immédiatement interrompu ses activités. Il sera testé demain et restera en quarantaine jusqu'au résultat. Le Premier ministre qui a été donné positif, il avait été testé positif après une rencontre avec le président Macron déjà. D'autres ministres belges sont aussi sur la touche. Mesdames Wilmès, De Donder et Verlinden qui doit rencontrer les policiers aujourd'hui. Eh bien, cela se fera en distanciel. Le ministre de la Justice, Van Quickenborne, est aussi sur le banc de touche. Jean Castex était déjà considéré cas contact hier lorsque sa fille a été déclarée positive. Puis, il a appris dans la soirée qu'il était positif. Pour lui, c'est une première. Il a déjà été 3 fois cas contact. En France, le banc de touche est encore plus fourni qu'en Belgique. 10 ministres concernés. Il faisait partie du déplacement bruxellois d'hier, tout comme plusieurs responsables de la sécurité française. Jean Castex avait créé la polémique en serrant des mains sans masque lors du congrès des maires. Il a remis le couvert et non pas le masque lors d'un match de l'équipe de France de rugby. Et on attendra donc les résultats des tests des 5 ministres belges qui se sont mis en attendant en quarantaine. Du coup, la rencontre prévue cet après-midi entre Annelies Verlinden et les syndicats policiers se fera à distance. Les discussions porteront entre autres sur les augmentations de salaire, l'une des revendications principales des policiers. Avant sa rencontre avec les syndicats, la ministre de l'Intérieur va s'entretenir avec les représentants des villes et communes, des pouvoirs locaux qui s'inquiètent déjà s'ils doivent prendre en charge ces hausses de salaire. Marc Serleroux. Les bourgmestres ne sont pas contre les augmentations de salaire demandées par les policiers, mais ils se demandent comment ils vont faire pour les assumer s'il n'y a pas de compensation du fédéral. Laurent Devin, bourgmestre de Binge. Quand vous êtes ministre fédéral, vous avez un accord avec les syndicats, je trouve qu'il serait de bon ton et convenant qu'il y ait une compensation financière. Au niveau du gouvernement wallon, je vois qu'il y a la neutralité budgétaire. Si un ministre décide d'une mesure par rapport aux membres du personnel, eh bien, on met les moyens financiers en due proportion. C'est pas toujours le cas au fédéral, loin de là. Et Maxime Day, qui préside l'Union des villes et communes wallonnes, de déjà crier gare. Quand la ministre fédérale s'engage vis-à-vis des syndicats il y a quelques mois et qu'elle laisse de côté les villes et communes et qu'après elle nous présente la facture qui est plus de 50 millions d'euros en disant voilà, il n'y a qu'à payer, forcément ça ne se passe pas bien. Les chèques repas ont été instaurés maintenant pour la police, donc c'est une bonne chose évidemment pour les policiers, mais c'est les communes dans les polices locales qui vont devoir payer ces chèques repas, donc c'est un coût complémentaire. Plus de 30 000 policiers travaillent dans les zones de police locale et donc toute nouvelle mesure sans compensation aura un coût conséquent pour les communes, déjà pas trop en forme sur le plan financier. En attendant, les policiers poursuivent leurs actions aujourd'hui avec des contrôles très tatillons du côté de Fleurus, par exemple. Les organisateurs de la manifestation de dimanche à Bruxelles accusent la police. Ensemble pour la liberté, c'est le nom de l'organisation à l'origine de la manifestation contre le Covid Safety Kit et autres mesures sanitaires. Cette organisation dépose plainte auprès du comité P chargé de contrôler la police. Selon l'organisation, des policiers en civil ont eux-mêmes provoqué les affrontements avec les forces de l'ordre, avec leurs collègues. Donc, c'est la théorie et l'accusation des organisateurs de la manifestation de dimanche dernier. Une fraude au certificat à la vaccination en Wallonie. L'AVIC, l'agence wallonne pour le bien-être et la santé, a détecté des anomalies chez un médecin. Il aurait encodé 2000 faux certificats de vaccination sur l'ensemble du territoire. Hier soir, la justice a été saisie en extrême urgence. Le médecin est poursuivi pour faux et usage de faux. Cette affaire nous a été révélée il y a quelques minutes par notre invité dans Matin Première, Chrissy Moréal, ministre wallonne de la Santé.
Mais on s'est rendu compte sur des sites anti-vax qu'il y avait des appels à pouvoir acheter des faux certificats et en considérant que certains pouvaient donner accès à des fausses vaccinations. Et donc, effectivement, nos services ont investigué. C'est l'anomalie la plus grande et la plus grave. C'est un acte extrêmement dangereux. Ce sont des personnes qui d'abord, le médecin est une rupture de confiance par rapport à tous les autres médecins qui se décarcassent dans les centres de vaccination, dans les hôpitaux aujourd'hui. C'est une rupture de confiance vis-à-vis de ceux qui ont demandé des faux certificats et qui se promènent avec des faux certificats CST dans des endroits avec des gens qui sont vaccinés et qui espéraient être protégés et qui ne le sont pas. Et donc, c'est effectivement un acte et un scandale sanitaire qui est important. Est-ce que d'autres médecins sont suspectés ? Est-ce qu'on est face à un réseau ? Alors, d'autres médecins font l'objet d'investigations très rapprochées et dans les prochains jours, on imagine, mais dans des moindres mesures que celui que je vous ai évoqué, que des anomalies seront détectées et seront poursuivies. En tout cas, soyez assurés qu'on ne laissera rien passer. Les personnes qui ont eu recours au service du médecin, qui ont donc reçu des faux certificats de vaccination, risquent également des poursuites en justice. Et à 8h07, les derniers chiffres de la pandémie. Toujours plus de patients Covid aux soins intensifs. Ils occupent plus de 650 lits à ce rythme. Il y en aura 2 fois plus à la mi-décembre. Mais rien ne permet de présager que ce rythme se maintiendra. Cela dépendra entre autres du respect des mesures prises lors du dernier comité de concertation. En Belgique, les personnes non vaccinées sont toujours libres d'aller où bon leur semble, pour peu qu'elles puissent présenter un certificat de guérison ou un test négatif récent. Pas d'interdiction, mais des recommandations tout de même de ci, de là. À Bruxelles, par exemple, le bourgmestre Philippe Claus lance un avertissement avant l'ouverture vendredi des plaisirs d'hiver. Si vous n'êtes pas vacciné, nous vous déconseillons de venir au plaisir d'hiver. Vous devez vous protéger, vous avez fait un choix, il y a tout un débat sur ce choix ou pas. Et donc, il y aura de la foule. Pour arpenter les allées des plaisirs d'hiver, le gros marché de Noël de la ville de Bruxelles, il faudra porter un bracelet certifiant que vous avez présenté votre Covid Safety Ticket chaque jour et obligation de porter le masque à partir de 10 ans. L'Australie a fait le choix durant la pandémie de se replier sur elle-même et de fermer ses frontières pendant plus d'1 an et demi. Maintenant, 85% de la population âgée de plus de 16 ans est vaccinée. L'Australie a décidé de rouvrir ses portes. Presque tout le monde, à condition d'être vacciné, pourra se rendre en Australie à partir du mois prochain. L'objectif, c'est aussi de résorber la pénurie de main-d'œuvre qui frappe l'ensemble des secteurs économiques. À Sydney, Grégory Pless. Après avoir permis en début de mois le retour sans quarantaine des Australiens et des résidents permanents vaccinés, Scott Morrison vient d'annoncer l'ouverture en grand des portes de son pays aux étrangers. À partir du 1er décembre 2021, les détenteurs éligibles d'un visa doublement vacciné pourront venir en Australie. Les catégories de visas éligibles incluent les travailleurs qualifiés, les étudiants, mais aussi les détenteurs d'un visa humanitaire et d'un visa de vacances-travail. L'objectif, c'est d'accompagner la relance de l'économie en laissant entrer dans le pays la main-d'œuvre dont les entreprises manquent cruellement actuellement. C'est pourquoi cette annonce réjouit Marianne Poiret. Elle dirige une chaîne de crêperies à Sydney. Pour moi, c'est un énorme soulagement. On parle de plus de 150 000 employés manquants dans l'hôtellerie-restauration. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes et de personnes qui partent du pays, mais personne ne rentre. Donc on arrive à un moment donné où les entreprises ne peuvent pas tourner à 100%. J'ai certains de mes restaurants qui sont fermés 2-3 jours dans la semaine parce qu'on n'a pas les équipes nécessaires pour assurer un service 7 jours sur 7. Tout secteur confondu, 20% des entreprises australiennes affichent actuellement des postes non pourvus. C'est pour répondre à ces besoins énormes que le gouvernement souhaite donc attirer au moins 200 000 personnes en Australie, et ce d'ici à la fin juin 2022. Vous écoutez Matin Première, il est 8h09. Coup d'accélérateur dans le dossier de la vente du câbleau opérateur wallon VOO. Propriété de l'intercommunale liégeoise Enodia. Il ne reste désormais plus qu'un seul candidat en lice. Il s'agit de l'opérateur télécom Orange Belgium. C'est une filiale du groupe français Orange, Michel Gasset. Telenet était l'autre dernier candidat en lice pour le rachat de VOO, mais hier soir, l'opérateur télécom flamand a publié un communiqué pour signaler non, il n'est pas retenu par Netis pour poursuivre les négociations pour acheter VOO. La voie est donc libre pour Orange Belgium. Est-ce que ça veut dire que c'est fait, Orange va racheter VOO ? C'est très probable, évidemment. Techniquement, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Les négociations exclusives, cette fois-ci, doivent encore aboutir, en principe dans les prochaines semaines. Le prix, d'abord, l'offre d'Orange valorise le groupe wallon 1,8 milliard d'euros. On est dans les clous des attentes des propriétaires de VOO. Et ensuite, quelle partie du capital sera effectivement cédée ? Orange négocie le rachat de 75% du capital de VOO, moins
une action, ce qui laisse une minorité de blocage aux propriétaires publics. Dans le cadre de la tutelle exercée par la région wallonne, le ministre Collignon sera amené à se prononcer sur le respect de la légalité de la vente. Ce serait incompréhensible, selon l'opposition PTB, que le gouvernement wallon entérine la privatisation d'un câble opérateur public moderne et bénéficiaire construit avec les deniers des citoyens. Et à 8h11, sur la première, une nouvelle histoire interpellante qui a pour décor l'aéroport de Zaventem. Une dame d'origine népalaise et mariée à un Belge se retrouve en centre fermé depuis vendredi soir. Elle rentrait du Népal après 2 ans d'absence et elle a été arrêtée par la police aux frontières parce que son formulaire de résidence était périmé, Françoise Walmack. Périmée tout simplement parce que cette dame, Rajini Grula, est restée éloignée de la Belgique plus d'1 an à cause de la pandémie, qu'elle ne pouvait forcément pas prévoir avant de quitter le pays pour se rendre au Népal. Elle a dû attendre de longs mois sur place avant d'être vaccinée et de pouvoir retrouver son mari. Écoutez son avocate, Sylvie Saraola. Elle a quitté la Belgique quelques semaines avant le confinement, il y a 2 ans, et ensuite s'est retrouvée bloquée au Népal à cause de la fermeture des frontières. Le Népal a eu des difficultés à s'approvisionner en vaccins. Il a donc fallu attendre qu'elle puisse se faire vacciner, parce qu'elle a également elle a maintenant 62 ans et est diabétique, et donc particulièrement vulnérable. De retour en Belgique avec son titre de séjour toujours valable et un visa d'entrée, elle est bloquée à la frontière parce que elle a quitté le territoire belge depuis plus d'1 an. Et pourtant, Madame Grula dispose d'un visa Schengen dans son passeport, mais une carte de résidence périmée constitue en soi une infraction. Elle va comparaître en extrême urgence devant l'Office des étrangers qui statuera sur son sort, avec au compteur au moins 4 nuits passées au centre fermé de l'aéroport. Un réseau de passeurs de migrants a été démantelé. 15 trafiquants issus de plusieurs pays ont été interpellés. Ils allaient chercher des migrants dans des camps à Grande-Synthe, dans le nord de la France, et les faisaient traverser vers la Grande-Bretagne par bateau, des bateaux qui venaient de Chine via la Turquie puis l'Allemagne. La traversée coûtait 6 000 € par personne. Les passeurs auraient accumulé environ 3 millions d'euros de bénéfices. Un drame de la route en Bulgarie. Au moins 45 personnes, dont 12 mineurs, sont décédées dans un accident de car cette nuit. Seules 7 personnes en ont réchappé. L'accident s'est produit sur une autoroute au sud de Sofia, la capitale bulgare. Qu'est-ce qu'on sait ce matin, Damien Roulette ? Eh bien, le bus a percuté la glissière de sécurité vers 2h du matin, 40 km au sud de Sofia. Pourquoi exactement ? Eh bien, l'enquête devra le déterminer, mais l'autoroute était a priori en bon état. Elle venait d'être rénovée grâce à des fonds européens. Ce que l'on sait, c'est que les passagers se sont retrouvés pris au piège. Le car a pris feu, mais les portes étaient bloquées. Le choc a tué le chauffeur sur le coup. Personne n'a été en mesure d'ouvrir les portes du car, ni le chauffeur tué, donc ni le deuxième conducteur à bord. Pour l'instant, nous ne savons pas si l'incendie a provoqué l'accident ou si c'est l'inverse qui s'est produit. Seuls 7 passagers, 2 femmes et 5 hommes, ont pu s'extirper par les fenêtres. Ils ont été transportés en urgence dans un centre pour grands brûlés. Le bus roulait entre Istanbul et Skopje en Macédoine du Nord. Les 2 chauffeurs étaient macédoniens. Tous les passagers étaient de nationalité albanaise. Chaque année, la Bulgarie enregistre plus de 400 morts sur les routes, l'un des bilans les plus élevés de l'Union européenne, notamment à cause de l'état des routes en Bulgarie et de la vétusté du parc automobile. Et si vous répariez votre iPhone vous-même, c'est la proposition d'Apple qui va dorénavant vendre ses pièces détachées aux particuliers. Changement total de philosophie donc pour la marque. Jusqu'à présent, elle compliquait plutôt les réparations pour les boutiques indépendantes et encore plus pour les particuliers. Alors pourquoi ce revirement ? Réponse sous forme de reportage, Simon Bourgeois. Vous retirez les 2 petites vis peintes à l'aube en dessous, et puis après, on vient incliner simplement l'écran légèrement vers la droite, et puis ça se déconnecte. Donc ça... Chez ce réparateur de smartphone, on connaît bien Apple et sa politique de réparation. Alors le responsable prend cette annonce avec des pincettes. J'espère que ce n'est pas que de la communication, que du marketing, parce que l'année passée, ils avaient fait la même communication, mais bien ciblée sur les réparateurs, en disant on va collaborer avec eux et leur donner accès aux pièces détachées. Donc ça paraissait très bien, mais les conditions, une fois analysées, étaient tellement restrictives que c'était de nous tirer une balle dans le pied si on acceptait leurs conditions. Des pièces presque aussi chères que la réparation, perte de garantie, de longs délais et donc des smartphones inutilisables plusieurs jours. Pour Nicolas Van Zeebroek non plus, ce n'est pas la panacée. Il est professeur de stratégie numérique à l'ULB. Pour lui, il faudrait plus pour lutter contre l'obsolescence programmée. Le problème principal de l'obsolescence, c'est que les appareils fonctionnent moins bien parce que les demandes de logiciels, d'applications, les mises à jour, etc. sont telles que le matériel
matériel ne suit plus toujours. Et donc le vrai combat, ce n'est pas tant celui de la réparabilité que celui de la mise à jour, de l'upgrade en fait des appareils eux-mêmes. Plus que remplacer des pièces cassées à l'identique, il faudrait donc pouvoir remplacer une mémoire par une plus puissante, un écran par un plus performant pour garder son téléphone à jour pendant des années. Le service de réparation en libre service sera accessible uniquement aux États-Unis pour les ordinateurs et les smartphones dernière génération avant de s'étendre dans les mois prochains. Un premier bateau a franchi la ligne d'arrivée de la Transat en double Jacques Vabre cette nuit. Les Français Sébastien Rougue et Mathieu Souben ont accosté en Martinique après 15 jours et 13 heures de course. Il y a 4 catégories de voiliers dans cette course. Il y aura un vainqueur par catégorie. Le Belge Jonas Jerkens est pour le moment 3e de son classement. Il a encore pour au moins une semaine de mer. Et puis en foot, la 5e et avant-dernière journée de Ligue des Champions de la phase de poule commence ce soir. Parmi les affiches du jour, Chelsea, Juventus, Barcelone, Benfica et Villarreal, Manchester United. C'était le journal de 8h présenté par François Kirsch. Merci beaucoup François. Dans quelques minutes sur la première, Guillaume, la revue de presse et puis le parti pris santé. On refait le point sur la situation sanitaire en Belgique, sur les manières, les stratégies de lutter contre l'épidémie, notamment cette 3e dose et le